Ici, j'étais roi en temps aux belles dames. Je suis celui qui était le maître nu de la mélodieuse forêt où étaient les grottes miraculeuses du rêve. Espagne, ici j'étais roi jusqu'au jour où sont arrivés des terribles brigantins avec des enfants blindés de cuirasses qui, en jute d'arquebuses et d'épées, ont ruiné mon royaume avec ma race. J'ai tout perdu, jusqu'à ma langue, qui comme un oiseau jérouti chante et pleure, et comme le miel doux et parfumé, poursuivi, agonise dans ma gorge. Mon pauvre Routaou, fantôme vivant de la race, pleure encore son chagrin d'amour depuis ce jour. Je suis le roi, nu et pensif, qui entend ici régner aux belles dames. C'est là une histoire qui a commencé il y a 500 ans, quand toute la géographie paraguayenne, entourée d'une nature extraordinaire, était le domaine d'une race qui aujourd'hui, par des descends de la conquête, a décliné sa couronne pour former un métissage hispano-guarani. Dans son immense empire vert, les natifs guaranis jouissaient de la plus grande liberté jusqu'au jour où le fleuve Paraguay les ramenait la surprise des inconnus brigantins à la tête des entreprises de conquérants espagnols. Jamais l'histoire écrite depuis des millénaires a changé son cours et il est né une nouvelle race. Fascinés par des continuelles découvertes de beautés jamais imaginées, les expéditionnaires ont parcouru des champs et des forêts et sont arrivés à amasser des trésors incalculables, malgré les hostilités des aborigènes, jusqu'en 1537, où Don Juan de Salazar de Espinosa a fondé la ville d'Ascension. Située au centre de l'Amérique du Sud, dans une très vaste baie formée par les grands débits du fleuve Paraguay, sur la rive gauche, cette ville qui est aujourd'hui la capitale de la République du Paraguay s'est convertie en une ville peuplée et dynamique où quelques maisons anciennes portent encore l'enchantement de son style colonial dans un curieux contraste avec les immeubles modernes. Au début du XVIIe siècle, d'étranges mélodies ont envahi les territoires du Guarani. Variétés d'instruments musicaux exécutés avec maîtrise par des prêtres missionnaires ont réveillé la curiosité des Indiens. La magique attirance de l'art a pris très vite des élans miraculeux et captivés par de si belles harmonies, ont délaissé leurs attitudes hostiles et ont décidé d'accepter la voie de l'Évangile. La création de la province Misiones del Paraguay, signée à Rome par le père général de la Compagnie de Jésus en l'an 1604, a marqué ainsi le point de départ d'une des plus passionnantes belles pages de la civilisation humaine.
En peu de temps, plus de 100 000 nativos furent répartis dans une trentaine de réductions ou villages, et une active vie religieuse, harmonique et laborieuse, a prédominé dans toute la province. La grande prospérité acquise dans le cadre d'une parfaite organisation a permis un rapide développement social, artistique et culturel, mais en 1767, le roi Charles III a ordonné l'expulsion des prêtres jésuites de toutes les colonies espagnoles. Les intérêts mesquins ont tranché ainsi une entreprise de singulière transcendance et aujourd'hui, à plus de 2 siècles d'une si triste détermination, nous nous posons la question comment on peut être réaliser des travaux si colossaux au milieu de la forêt avec des éléments si précaires. De 30 réductions à l'heure actuelle, il en reste seulement 7 à l'intérieur des limites paraguayennes à cause du démembrement territorial. Ceci est l'église de Santissima Trinidad, la Très Sainte Trinité, à 400 km à sud-est d'Ascension et à 35 km au nord-est d'Incarnation. La construction de ce temple a commencé en 1706. Le projet est attribué au frère Juan Bautista Perimoli, architecte et émérite, né à Milan en 1673. Tant dans l'architecture comme dans les images sculptées à la perfection par les porches et dans les propres murs, nous illustrons avec éloquence les expressions de foi et pouvons apprécier la maturité artistique et la finesse de leurs auteurs. À travers ces styles, nous voyons que l'art baroque, dominant dans les vieux mondes d'alors, fleurissait aussi dans les terres paraguayennes. De ces temples sont sortis les premiers orchestres philharmoniques du Rio de la Plata et les chœurs polyphoniques de 200 voix intégrées seulement par des nativos. Le thème préféré était les compositions magistrales du grand maître Domenico Cippoli, qui étaient interprétées avec talent artistique digne des cathédrales européennes. Condamnés durant des siècles à l'indifférence, les œuvres jésuitiques reçoivent aujourd'hui l'aide des mains bienfaitrices. La Direction générale du tourisme, en coopération avec d'importantes organisations internationales, est en train d'accomplir un travail de conservation et de restauration. Ceci est un bel exemple. La chaire que nous pouvons apprécier, unique en son genre, fut restaurée avec approximativement 1500 pièces originales, disséminées aux alentours et enterrées sous les décombres. La diversité des motifs décoratifs constitue sa principale beauté. Une autre très précieuse relique récupérée ici, ce sont les fonds baptismaux. Cette pièce gigantesque, taillée en seul bloc de pierre, qui est conservée intacte, fut conservée et trouvée également ensevelie et fut taillée en 720, en jugé par l'inscription. Les bas-reliefs des frises méritent une spéciale attention. Les Guaranis avaient un grand penchant et un grand talent pour la musique. Ainsi, ils taillaient des singes musiciens à la perfection. Beaucoup d'entre eux ont surpassé leurs propres maîtres dans l'exécution d'instruments. À l'intérieur de la nef centrale,
il se trouve une crypte où l'on déposait les restes mortels de prêtres et de personnes importantes. Les autres étaient enterrés dans les cimetières à côté de l'église. Une très grande tour est située à peu de distance. Elle est de base carrée et dut être logiquement le clocher. Ceci est une chapelle qui probablement fut la première église de la Réduction. Ses colonnes sont joliment décorées. La maison des Sandians nous montre qu'il jouissait d'une respectable considération, ainsi que nous pouvons en déduire des massives arcades romanes décorées avec des rosaces en pierre taillées qui font une dualité de style avec les maisons typiques. La grandeur des lèvres et la beauté des décorations justifient pleinement que la construction de ces temples ait demandé presque un demi-siècle de travail. Apparemment routinière, la vie dans les réductions s'épanouissait toujours avec allégresse, dans un ensemble d'art, travail, études et évangile. La journée commençait à l'aube, très tôt au petit matin. La base de l'alimentation, les produits de terre de leur culture, l'élevage et la gerbe à mate, ceci, en plus en faire partie de la nourriture journalière, était destiné à payer les impôts de la couronne. À l'heure du travail, tous se dirigeaient à ces occupations spécifiques qui étaient très variées. Ceci était le bâtiment destiné aux ateliers. Ici travaillaient menuisiers, ébénistes, ferronniers, fabricants d'outils agricoles, cloches, instruments musicaux, sculptures, peintures, et déjà fonctionnait la première imprimerie construite par eux.